bon, je pense que j'avais prévenu que ça allait être un week-end un petit peu zinzin dans le monde du catch. Le push de LA Knight, le 5-star Grand Prix de Stardom, Ilya Dragunov au sommet de NXT, et maintenant, Adam Copeland, The Edge et All Elite Wrestling. On est parti pour un nouveau qui s'est passé d'un show qui s'est tenu dans la nuit du dimanche 1er octobre au lundi 2 octobre 2023 depuis Seattle dans l'état de Washington avec à peu près 7000 personnes présentes pour faire du bruit et encourager et honorer également la mémoire de Antonio Inoki. C'était le thème de ce show présenté par Tony Khan. C'était Tony Khan, il s'est dit allez, All Elite Wrestling, on fait un hommage un an après la mort d'Antonio Inoki à Antonio Inoki. Il avait prévenu également que ce serait le début d'une nouvelle ère pour All Elite Wrestling et il a pas menti hein, parce que si vous êtes resté jusqu'à la fin du show ou alors si vous avez tout simplement ouvert les réseaux sociaux parce que c'était je pense un peu inévitable comme nouvelle du jour, vu tout ce que ça balance sur internet avec des personnes je pense qui prennent les choses un petit peu trop à cœur et qui accusent hein, totalement hein, Edge de crime de lèse-majesté. Hein. Ouh là là, haute trahison. The Rated R Superstar, Edge, Adam Copeland. Faudra plus l'appeler Edge, faudra pas non plus l'appeler Sexo Hard Castle, ça je suis un peu triste. Ils ont Rated R Superstar, ils ont Metalingus. Ça c'est quand même bien. Et ils ont surtout un programme tout trouvé avec son meilleur ami de tous les temps, hein, qui va peut-être pas être son ami dans le programme, à savoir Christian Cage. Edge a bien signé un accord chez All Elite Wrestling et a spécifié en conférence de presse qu'il sera là full-time, qu'il apparaîtra toutes les semaines, qu'il va catcher très régulièrement. Et no offense à ses 25 années de loyauté du côté de WWE, malheureusement sa situation contractuelle ne lui permettait pas de catcher autant qu'il le souhaitait, de découvrir de nouveaux talents, de nouvelles personnes à affronter, chose que All Elite Wrestling va lui proposer et c'est plein de nouvelles affiches potentielles et d'incroyables histoires qu'il peut nous raconter. En réalité, on peut être que content. Bah oui, déjà pour lui, il est content, il veut faire ça. Même si son dernier run à la WWE, c'était un petit peu de Johnny Hallyday, il se faisait kiffer, mais là il va pouvoir kiffer encore plus, alors on va voir. Et quoi, moi je suis content, moi, je suis un peu comme Edge, je comprends pas trop tous les critiques qui se mangent dans la gueule, le pauvre, il a été obligé de faire un tweet. Ouais, il a dit aux gens aigris qu'il prenait la situation un petit peu trop à cœur de sortir, hein, d'aller dehors, d'aller toucher de l'herbe un petit peu. Détendez-vous, c'est du catch, on est là pour raconter des bonnes histoires, et je pense qu'il y aura des bonnes histoires. Maintenant, on est parti, on va quand même faire la review du show. Non, on fait pas la review du show, vous avez l'information, Edge est là, voilà, ouais, je fais la review du show quand même. AEW Wrestle Dream, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, rapidement, on va parler du pré-show, bah oui. Parce que j'ai vu le pré-show, pour une fois, je suis content, le 0 Hour. 4 matchs au programme, des petites interviews backstage, où les intervieweuses ne restent pas pantoises à la fin, et ça c'est plutôt bien. Un hommage dans le ring rendu à Antonio Inoki, avec Tony Khan qui fait un discours, Rocky Romero, Katsuyori Shibata, les petits-enfants d'Antonio Inoki qui ont remis à Tony Khan une belle écharpe rouge, voilà, qui porte bien mieux que Christophe Barbier. Incroyablement, que Tony Khan, par accident, il fait tomber le portrait d'Antonio Inoki. Bon bref. Et surtout, le culot, par contre, l'immense culot, d'avoir terminé le plan sur les petits-enfants d'Antonio Inoki et d'enchaîner avec Christian Cage qui regarde ça backstage, hein, parce que, ouais, Antonio Inoki, il a laissé une famille derrière lui, hein, ils avaient un grand-père. On reparlera de Christian Cage, hein, parce que si je devais réécrire une BD de Tintin, ce serait Sakam le Rouge, hein. Alors là, gros Sakam. Premier combat du pré-show, on a vu Shane Taylor, Lee Moriarty, Diamante et Mercedes Martinez perdre contre Athena, Billie Starkz, Keith Lee et la légende Satoshi Kojima. Voilà, 5 minutes de match, on a vu des spots, on a rigolé. Athena, Billie Starkz, c'est très drôle du côté de Ring of Honor. Keith Lee, il vivote toujours un petit peu, on sait pas trop. Et il y a Kojima à la fin qui met une Cozy Lariat à Lee Moriarty, ça me va très bien. Claudio Castagnoli a battu Josh Barnett dans un vrai combat de shoot fight exhibition que j'ai adoré. Je sais que c'est pas la cam de tout le monde, hein, parce que là, c'est le genre de match où on prévoit pas de spot. Hein. Les mecs, ils ont pas prévu quoi que ce soit avant d'aller au ring. Ou alors, s'ils l'ont fait, c'est vraiment très très peu. Hein, on va au ring, on fait du grappling. Josh Barnett, si vous connaissez pas le monsieur, c'est une ancienne légende de l'UFC, du Pride FC, de l'Inoki Genome, qui était la compagnie qu'Antonio Inoki a montée quand il a quitté New Japan, qui mixait catch et arts martiaux mix de manière un petit peu étonnante, hein, et dont un certain Jérôme Le Banner a été une immense figure de pro. Josh Barnett, il est aussi connu pour organiser 2 fois par an le Josh Barnett Bloodsport du côté de Game Changer Wrestling, une espèce de compétition sur un ring sans corde où c'est du shoot style et c'est particulièrement très très cool. Et il a surtout voulu tester
à ce style Claudio Castagnoli qu'on connaît assez peu dans ce genre d'exercice et qui a été impérial. Claudio a gagné, Josh Barnett l'a félicité, il lui a dit quand tu veux pour la revanche, chose que Claudio Castagnoli a accepté, et je serais pas étonné de voir Claudio du côté de Game Changer Wrestling, peut-être aux alentours du week-end de WrestleMania, pourquoi pas. Luchasaurus a battu Nick Wayne en moins de 5 minutes, le match était assez cool puisque Luchasaurus, bien sûr, il était bien plus imposant physiquement que Nick Wayne qui a eu des comebacks avec uniquement de super kicks, voilà, des petites manœuvres aériennes, tout ça. Il y avait sa maman au premier rang qui était un peu inquiète, il s'est fait casser la gueule, il a perdu, la Enzo Lariat et c'est terminé 1, 2, 3. Et le dernier combat de ce Zero Hour, c'est les acclamés du cul et Papa Q qui ont battu TMDK, Shane Est, Mikey Nichols et Bad Duke Tito. Shane Est et Mikey Nichols, vous l'avez connu à la WWE, ils étaient à NXT, TM61, il y a même Shane Est qui a fait longtemps Slapjack. Pas longtemps qu'il a fait Slapjack, Rétribution, tout ça, bon. C'était un match look, c'était un match divertissant, ils ont réussi à créer un petit peu de suspense, mais ça a duré moins de 10 minutes. Évidemment, les acclamés du cul restent champions, et les catcheurs australiens, ils retourneront du côté de New Japan, d'où ils viennent. La carte principale, on va commencer directement avec le combat pour le championnat par équipe de Ring of Honor que va défendre seul un certain MJF puisque Adam Cole, baby, a visiblement la cheville fracturée en 3 endroits, des tendons qui ont pété. MJF pour autant, il veut continuer de défendre les championnats par équipe même tout seul le temps qu'Adam Cole revienne. À moins qu'Adam Cole il soit mêlé de loin à une intrigue, ça j'en ai parlé dans le dernier récap que j'ai fait de Dynamite sur la chaîne secondaire à corde à linge, n'hésitez pas à aller vous abonner. Il affronte The Rightos, les vertueux, les justes comme vous voulez, Vincent et Dutch, deux catcheurs qui étaient discutés à une époque pour intégrer le roster de WWE aux côtés d'un certain Bray Wyatt, paix à son âme, c'est toujours douloureux putain. Première grosse exposition pour eux du côté d'All Elite Wrestling, mais ils vont surtout servir de souffrif à un MJF qui leur a promis dans un premier temps de porter Dutch dans les bras. Voilà, Dutch il a dit je vais l'éclater, vous allez voir, je vais lui faire un body slam. Qui veut voir un body slam? Ah ouais, ça il l'a dit, ça c'est la gimmick de Psycho Mac, un catcheur canadien que j'adore qui fait exploser sa cote de popularité quand il vient en Allemagne. Évidemment, ça a fonctionné du tonnerre avec le public. Il a dit à Vincent, je vais prendre ta tête avec tes dreads là et je vais l'enfoncer dans le cul de ton pote. Et comme Batista l'avait dit à la Résistance en 2005, et ben il s'est exécuté. Batista lui il avait dit je vais enfoncer le drapeau dans le cul de la Résistance, là il a fait pareil. Le match était cool, il met tout over, MJF, il a la capacité de mettre over les choses les plus simples du monde, comme son Kanguro Kick. Voilà, les gens sont fous. Il fait Hulk Hogan, il éclate la tête des mecs dans le coin, il fait les 10 coups de poing, il mord à la fin, c'est devenu super over, il remue les cordes comme l'Ultimate Warrior. Et d'ailleurs, il s'est justifié en conférence de presse, il est très heureux de se tourner vers ce style de catch en tant que babyface, il y a qu'à écouter le son du public pour comprendre que ça fonctionne. Et c'est vrai que ça fonctionne pas mal. Un peu moins de 10 minutes de catch, il y a une petite gruge à la Eddie Guerrero qui était très rigolote également, avec un Vincent qui a un immense acting, et ça je tenais à le souligner également. J'espère que The Writers vont avoir d'autres manières de briller du côté de l'Elite Wrestling, parce que franchement, c'est une équipe très cool. Le mystère reste entier sur l'intrigue du côté de Dynamite, avec qui a attaqué Jay White, qui a volé le masque d'MJF pour se faire passer pour lui. Les gens sont contents, bon opener, et pour ma part, je donnerai mes étoiles à la toute fin de la vidéo. Je vais aller un peu plus vite sur celui-ci parce que c'était exactement ce à quoi on s'attendait. Katsuyori Shibata contre Eddie Kingston. Les championnats du monde Ring of Honor et NJPW Strong sont en jeu. Eddie Kingston, assez logiquement, va conserver en un peu moins de 11 minutes. C'était dû à toi, moi. C'était du slugfest. C'était beaucoup d'hommages également rendus à un certain Antonio Inoki. Et ça pendant toute la soirée. Il va y avoir des abdominal stretch, des octopus stretch, du slugfest, du respect à la fin du match. C'est sûr qu'on n'est pas dans les grandes années Shibata, le miraculé. Je le rappelle, sa carrière, elle devait être terminé en 2017. Mais en revanche, lui aussi, en conférence de presse, on lui a posé la question, est-ce qu'il s'engagerait avec All Elite Wrestling de manière définitive, puisqu'on sait toujours pas s'il est toujours lié à New Japan, et même lui n'a pas véritablement répondu à la question. Il a dit qu'il en serait ravi, et Tony Khan, de son côté, il a dit qu'il adorait Shibata. Bah si tu l'adores, donne-lui un run. Même si Shibata, c'est un immense prestige, c'est un peu dommage qu'il soit champion mid-card à la Ring of Honor. Le match féminin de la carte n'a pas été placé après un immense spot fest ou un combat qui épuise énormément les spectateurs. Chris Statlander qui défend le championnat TBS contre Julia Hart ont pu avoir le public avec elle. Je parlerai après des ordres des matchs parce que bon, il y a quand même des choses un peu critiquables sur l'ordre de la carte. Certainement la meilleure performance de Julia Hart, bien portée par Chris Statlander. Il y a quand même des trucs assez impressionnants avec son faciès, sa froideur. Elle a réussi à se rendre crédible contre une adversaire beaucoup plus imposante physiquement, même si bon, voilà, après sur un point de vue physique, c'était gros avantage Chris Statlander qui a quand même dominé une grosse partie des débats. Julia Hart, après un superbe moonsault, va pas réussir à capitaliser puisque Statlander va réussir à mettre le pied dans les cordes, remporter la victoire après un tombstone pile driver et son Saturday Night Fever. La championne TBS toujours avide de plus grands défis et je pense que Julia Hart ne cessera pas de progresser. De toute façon, elle a 21 ans, je pense qu'elle a encore le temps devant elle et elle gagne carrément en popularité en vrai.
Le Spotfest foufou, il était peut-être ici. 4-way tag team match pour déterminer des nouveaux aspirants au championnat par équipe All Elite Wrestling. Je vous donne le résultat tout de suite. Les Young Bucks vont battre les Guns, Hook et Orange Cassidy et les Lucha Brothers. Un gros Spotfest de 12 minutes. Le résultat a peut-être déçu certaines personnes parce qu'on attendait soit une montée en puissance des Guns, soit une mise en lumière pour le nouveau duo qui s'est formé de Hook et de Orange Cassidy. D'ailleurs, c'était un super test pour Hook. Je crois que c'est une des premières fois qu'il se retrouve dans un Spotfest du genre. Des chouettes combinaisons. On a comparé la qualité des Northern Light Suplex avec Matt Jackson que j'ai trouvé plutôt sympa. Immense crédit aux Guns. Les Guns, ils sont fantastiques. Les Guns, c'est les seuls connards du match. Donc évidemment, ils s'en prennent plein la gueule. Ils interagissent avec le public. Ils ralentissent le rythme du match à des bons moments. Comme ça, au moins, ça vole pas dans tous les sens non-stop. Et c'est pas juste des roulades pour faire des roulades et des saltos pour faire des saltos. Fait notable, Phoenix a été écarté très tôt au début du match pour une blessure à l'épaule. Parce qu'en réalité, il vend une blessure au cul. Voilà. Ça aussi, j'en avais parlé lorsque Jon Moxley, malheureusement, a eu sa commotion cérébrale et qu'il a perdu le championnat international contre Phoenix. Bah, Phoenix, malheureusement, lui aussi, s'est blessé. Il s'est un petit peu enfoncé le coccyx. All Elite Wrestling, ils n'ont pas pris de risque, ils l'ont écarté pour pouvoir le laisser frais pour son combat contre Nick Jackson mercredi à Dynamite. Ce sera d'ailleurs le 4e anniversaire de Dynamite pour un match en plus de ça qui est assez emblématique. Pentagon, il a assuré, les Jackson, ils ont botché à la toute fin. Bon, je crois que c'est Nick Jackson qui a raté une petite vrille dans les cordes avant de revenir en lariat. Enfin, il y a eu un combo à la fin. Un tout petit loupé de la part des Bucks. Voilà, c'est devenu une montagne apparemment. J'ai lu sur internet que les Bucks botchaient tout le temps. Non, ils ont été super propres les Bucks sur à peu près tout ce qu'ils ont fait dans ce combat. Ils ont gagné, ok. Alors est-ce que à Full Gear, ils n'auront pas l'avantage du terrain s'ils deviennent challenger au championnat par équipe puisque ça se passera du côté de Los Angeles. Le combat suivant, c'est le premier gros banger totalement recommandé de ce Wrestle Dream. Vous pouvez peut-être faire l'impasse sur les premiers combats, mais celui-là, voyez-le. Hangman Adam Page contre Swerve Strickland. Strickland, il va jouer à domicile, il est chez lui, il est à Seattle, et Hangman Page, j'avais l'impression qu'il était en enfer. C'est-à-dire que Hangman Page, il s'est pas fait autant huer à l'époque où il affrontait CM Punk à Chicago. C'était une dinguerie. Tout le monde était derrière Swerve Strickland. Bon, c'est l'enfant du pays, et en plus de ça, depuis quelques temps, c'est à la mode, il y a la petite danse de Prince Nana qui braque quand il conduit. 20 minutes de match où Hangman Page, justement, il va bien s'adapter à cette position de connard pour l'occasion, puisqu'il va s'attaquer principalement à la main de Swerve Strickland, cette main qu'il avait poignardée avec le crayon pour signer le contrat. Et ça va faire un rappel hyper intéressant pour tout le reste du match. Swerve Strickland, par contre, il a des comebacks totalement incroyables. Athlétiquement, il est très très fort. Il a ce côté arrogant sur de lui qui lui permet de faire des dingueries. Il y a le double stomp sur l'apron alors que Hangman Page, il est en train d'être surveillé médicalement pour une grosse attaque au bras qui vient de subir des mains de Swerve. Entre la violence du moment, le fait qu'on a la danse de Prince Nana dans la foulée qui part en reculant en train de braquer... J'étais mort de rire, j'ai trouvé ça hyper bien. Ils ont mis le drama, ils ont quand même conservé l'idée de base que Swerve était censé être heel, parce que normalement quand il est pas chez lui, il est heel, Hangman Page c'est le babyface. Hangman Page avait peut-être gagné le match après une buckshot lariat. Prince Nana dans le dos de l'arbitre va mettre le pied de Swerve dans les cordes, il va se faire gauler, il va se faire renvoyer au vestiaire, mais il a soigneusement laissé sa petite couronne de diamants. Voilà, il a un petit turban avec des diamants, il l'a laissé à Swerve, ça c'est dans le dos de l'arbitre, et Swerve va contrer une nouvelle tentative de buckshot lariat avec un coup de poing de se fait un peu charger, porter son finish et remporter la victoire au plus grand plaisir de Seattle. Alors là, les gens sont devenus zinzin. Le projet Swerve Strickland, par pitié, il est en marche et je vous cache pas, hein, je suis tellement dans le train, vous verrez ma note à la fin du show. Ah, oulala. Excellente décision de la part de l'Elite Wrestling, mais passer après ça, c'était pas ça. La lourde tâche, elle va être donnée à un des matchs qui a eu le moins de construction sur cette carte, Ricky Starks contre Wheeler Yuta. On leur a donné un peu moins de 10 minutes, le match était plutôt honnête. Étant donné que Wheeler Yuta, il était dans la position du heel ces derniers mois, les gens ont un peu de mal à s'impliquer derrière lui. Par contre, Ricky Starks, il est toujours aussi fort. Le match, tactiquement, est vraiment très bien. Big Bill, il va s'en mêler. Également, oui, chose très notable aussi sur ce combat, c'est les commentaires de Jon Moxley. J'ai oublié de parler de Jon Moxley, qui est peut-être le MVP de ce pay-per-view. Il a commenté dans le Zero Hour le match de Claudio Castagnoli et de Josh Barnett. Il était fantastique. Là aussi, il a été très très cool. On sent qu'il vit le catch. Hein. On sent qu'il vit la passion. Le mec se permet de jurer à l'antenne. Après, il se fait engueuler. Il se dit, ouais, j'ai une amende parce que j'ai dit des gros mots. Il met over dans le ring tous les combattants à sa manière et c'est particulièrement cool. Bon, Ricky Starks va gagner grâce à la petite distraction de Big Bill. Bon, Jon Moxley, vu qu'il est blessé, il s'est pas impliqué derrière. Bon, bah, Wheeler Yuta, il servira de sac de frappe pour les autres membres du Blackpool Combat Club et essaiera de repartir en conquête. Qu'est-ce que vous voulez? Mais en fait, après ça,
on va pas laisser le public s'endormir. On va leur balancer l'un des matchs qui était le plus attendu de cette carte, Zack Sabre Jr. contre Bryan Danielson, qui est le meilleur technicien, énormément de références dans ce combat, ça j'ai beaucoup aimé, à Antonio Inoki qui avait affronté Billy Robinson dans les années 75 pour à peu près essayer de choper le même titre. Ça avait fait un combat de 60 minutes qui s'est malheureusement fini en combat nul, et j'avais vu des extraits, j'ai jamais vu le match en entier, j'ai vu des extraits, c'était balèze, c'était balèze. Mais là c'est la technique un peu moderne, et Zack Sabre Jr., on le sait, du côté de New Japan, c'est un style qu'il maîtrise à la perfection, il oblige même ses adversaires à s'adapter à ce style si spécial où il transitionne ses prises de soumission jamais plus de 6 secondes. Je sais que c'est un côté déroutant, que ça plaît pas à tout le monde, mais moi en tout cas c'est totalement ma cam et j'adhère énormément à ce style qui est totalement unique. Bryan Danielson d'un autre côté, on sait que c'est un catcheur super technique, mais bah il a pas toujours l'occasion de pratiquer son art avec d'autres gros techniciens face à lui. De ce fait, ce match c'est un dream match, les mecs s'étaient plus affrontés depuis 2009, il y a un premier affrontement entre les deux en 2008 qui permet d'ailleurs de révéler Zack Sabre Jr. Je crois que c'est même un des premiers combats de catch que j'ai vu sur YouTube à l'époque, et j'avais découvert Zack Sabre Jr. comme ça. Bryan Danielson l'avait mis over. 23 minutes de match. J'ai pas vu le temps passer. Il y a des choses totalement zinzin. Je vais pas pouvoir faire un play-by-play sur tout ce qui se passe, parce que vous dire comment les mecs transitionnent, comment ils split une cheville derrière la pliure du genou, qui récupère un bras, qui tord un doigt, enfin bref, c'est catastrophique, tellement ça va vite. C'est même indécent, c'est juste de l'art. C'est juste de l'art à ce niveau-là. C'est chirurgical, c'est une clinique. Peut-être un de mes moments préférés, c'est en début de combat. Bryan Danielson, il protège un petit peu son bras droit parce qu'il se l'est cassé, il revient de blessure. Il met des manchettes à l'européenne du gauche et Zack Sabre Jr. il lui dit c'est quoi tes manchettes de merde là, utilise ton bras droit. Et quand il utilise le bras droit, bah en fait il commet une erreur parce que Zack Sabre Jr. l'attend au tournant. À un moment, il lui met un petit shoulder block dans le bras, c'est super cool. Derrière, il y a le gros drama parce qu'à chaque fois qu'il va se faire tordre le bras, Bryan Danielson, les gens sont zinzin et il va faire ses comebacks, il va faire des Dragon Screw. Il y a une Dragon Screw, je pensais qu'il avait déboîté le genou de Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. derrière Yvan, hein, parce que quand il est debout, il titube, etc. Après, il passe beaucoup de temps au sol. Il y a aussi une autre phase où ils sont au sol qui va se terminer en slugfest, ils vont se mettre des baffes. Ce qui me plaît vachement, c'est qu'ils sont très démonstratifs dans leur manière de mettre de la pression pour augmenter les grades de leur prise de soumission. Tu vois, ça part des fois d'un petit détail où la prise de soumission est tenue, mais on va tordre le poignet, on va relever le coude, on va rebloquer le truc comme ça, et de ce fait, toi, tu deviens fou. Tu dis, ok, là, il y a des membres qui vont être cassés, on va devoir passer dans une arrière-salle, on va devoir amputer. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de ces 23 minutes qui m'ont totalement régalé, et ça aussi, deuxième match, hein, qu'il faut voir indiscutablement, que ça vous plaise ou pas, au moins vous savez, si ce genre de catch vous plaît ou s'il vous plaît pas, voilà, il y a des gens à qui ça parle pas, moi ça me parle tellement. Bryan Danielson va remporter la victoire après 2 Busai Koni. Jon Moxley, il m'a tellement régalé aux commentaires, le mec vivait tellement l'action, tu sentais qu'il avait passé un incroyable moment, il nous a dit voilà, Bryan Danielson il est prêt, il est un peu bizarre, il lit des bouquins sur le sexe tantrique, il pense que ça va l'aider dans ses matchs, etc. Bref, par contre il me passionne, il est génial, et là ça se voit dans le ring. Tout le monde a pris une claque, tous les amateurs de ce sport depuis des années, des générations old school qui ont suivi un petit peu toutes les grandes stars émergentes du circuit UK qui sont venus après apprendre les trucs au Japon, des japonais qui sont venus, qui ont sorti le Pancras, qui ont sorti voilà des Minoru Suzuki et tout ça. Si c'est votre cam, vous allez surtout, vous avez vraiment kiffé. Merci All Elite Wrestling d'avoir donné une telle tribune à ce genre de combat. En plus de ça, dans un show hommage à Antonio Inoki, c'était une masterclass. Et après ça, on se repose toujours pas parce qu'il y a un 3v3, et le 3v3, t'as d'un côté la Don Callis Family avec Konosuke Takeshita, Sammy Guevara et Will Ospreay. Voilà, juste une petite équipe comme ça pour rigoler. Face à eux, il y a Kenny Omega, Chris Jericho et Kota Ibushi. Les deux premiers catcheurs qui commencent dans le ring, c'est Kenny Omega et Will Ospreay. Voilà, la piqûre de rappel, on n'est pas trop mal. Je vais avoir quelques petits échanges pendant le combat, mais c'est resté quand même assez soft. Ça a été globalement pas un gros règlement de compte, mais plutôt une espèce de spot fest un peu amusant. Je pense que Jericho, il aime bien un petit peu toutes les phases de comédie, s'il peut humilier Sammy Guevara, il va pas se priver. On a revu Kota Ibushi et Kenny Omega faire leur spot des Golden Lovers, ça plaît toujours autant au public. Konosuke Takeshita, il monte en puissance. Et au final, ouais, c'est peut-être Will Ospreay qui a été le plus discret sur toute l'affaire, même si tout ce qu'il a fait, il l'a fait super bien, mais tu sens pas qu'il a la même implication que Konosuke Takeshita ou Sammy Guevara, qui sont les mecs locaux au sein de la famille Don Callis. Alors Kota Ibushi, ça reste une énigme, hein, parce que oui, on le voit, il est plus dans le même état physique qu'il y a 2 ans, juste avant sa grave blessure du côté de New Japan. On lui a quand même donné le petit spot de Murder Ibushi qui était génial, hein, où il s'est relevé façon zombie et les mecs ont commencé à le défier les uns après les autres, il leur a mis des droites, voilà, direct, il met les gens KO. En revanche, je pense que là, aux États-Unis ils sont prêts, donnez-nous Kota Ibushi en avait un contre Konosuke Takeshita, qu'est-ce qu'on attend? Parce que ça, c'est une histoire à raconter, elle va être démente. Au final, Don Callis, il va gruger dans le dos de l'arbitre, mettre un coup de batte à Jericho qui portait les walls sur Sammy Guevara pour finalement perdre contre Sammy Guevara, et de ce fait Kenny Omega perd encore un match en pay-per-view, et en réalité il a perdu tous ses combats depuis qu'il est plus commandité par Don Callis.
c'est dur pour Kenny Omega. Ça raconte un truc. Ok, c'était en pay-per-view parce qu'il y a des noms prestigieux, mais c'était un peu calibre weekly, si tu vois ce que je veux dire. Derrière justement, un match que j'attendais énormément et qui sera pas le match que je vais retenir le plus de la soirée, c'est FTR qui défendent les championnats par équipe contre Aussie Open, un an jour pour jour après un incroyable banger du côté de Royal Quest 2 en Angleterre sous la bannière New Japan. On récidive ici et là j'ai senti que le public il commençait à fatiguer. Ah ouais non, l'Open d'Australie ils peuvent être super bons, Mark Davis et Dax Wood ils peuvent faire des échanges d'Atemi pendant des heures et des heures, je me lasserai pas. Mais l'implication émotionnelle, malheureusement, bah ouais, elle y était pas. C'est vrai que les pay-per-views sont longs, on s'est mangé quand même pas mal de grosses doses d'émotions. Je pense que Hangman Page, Swerve Strickland et Danielson, Zack Sabre Jr. ont vraiment vidé les gens. De ce fait, c'était peut-être pas la bonne place pour ce combat par équipe. Bon, pareil, hein, on leur a donné du temps, hein, 20 minutes, ça combine bien. Mark Davis, Kyle Fletcher, ils sont incroyablement bons. Je suis toujours en accord avec moi-même, FTR, ils méritent d'être au sommet de cette division par équipe depuis des années. Ils ont plus rien à prouver, c'est vraiment les meilleurs. Ils sont hyper complémentaires, ils en veulent, ils lâchent rien. Et leur run de babyface, et ben ça marche du feu de Dieu, moi ça me va très bien. Ils vont conserver les championnats par équipe après un avalanche Big Rig, alors bon, ok, je sais pas, je pinaille un petit peu, mais on va probablement partir vers un nouveau FTR contre les Young Bucks à Los Angeles. Bon, ça peut faire sens suite à ce qui s'est passé du côté de All In, je sais pas si les fans ont envie, à ce moment précis, de voir à nouveau du FTR contre les Young Bucks. Je pense qu'on aurait pu patienter un petit peu plus. L'Open d'Australie, ils auraient pu avoir leur petit run, affronter les Young Bucks, pourquoi pas. J'espère pour eux qu'ils vont, après ce match-là, pouvoir se relancer au mieux. Et enfin, le main event, Christian Cage et son putain de col roulé. Alors le col roulé sans les manches, c'est quand même quelque chose. Accompagné de Luchasaurus, mais il va dire à Luchasaurus, tu restes là, quoi. Il va défendre le championnat TNT contre Darby Allin, qui lui aussi est à domicile, 2 out of 3 falls. Bien sûr, un combat de Christian Cage positionné en main event, ça sentait vachement le retour de Adam Copeland, mais en réalité, au vu de la carte et au vu de ce qui s'est passé pendant ce match, je n'aurais pas mis ce combat ailleurs qu'en main event. Alors, ils ont beaucoup insisté niveau production sur la mère de Nick Wayne au premier rang, puisque Christian Cage, il a dit à Nick Wayne, au petit gamin Nick Wayne, dis à ta mère de venir au premier rang pour assister. Bah non, ne lui demande même pas. Je dois avoir son numéro. Voilà, lui il veut choper les mères veuves des catcheurs. Hein. C'est son business. Hein. Christian Cage, être abject. Mais attention, être machiavélique, mais particulièrement génial et appréciable à la télévision. Oulala, un super méchant. En plus de ça, ils mettent le petit truc mignon. Il y a Darby Allin qui vient au ring avec Nick Wayne, mais il avait dit à Nick Wayne, je veux pas que tu sois aux abords du ring, ça pourrait me déconcentrer, ça pourrait permettre à Christian Cage de profiter de la situation, reste backstage. Bon, on le voit quand même au début. Le premier tombé, il intervient en 5 minutes pile poil. C'est Christian Cage qui se fait outworker par Darby Allin, qui va le piéger avec son col roulé. Voilà, il va lui mettre le col roulé sur la tête, le mec il est aveuglé, il fait le con. Il se fait bloquer dans un jackknife pin, 1, 2, 3, 1-0 pour Darby Allin, les gens sont hyper enthousiastes, Christian Cage est vraiment drôle. Hein, il se plaint, voilà, il a triché, il a utilisé mon col roulé. Ça a permis vraiment à l'ambiance de se réchauffer d'un coup sec. C'était super. Le move, le fait d'avoir choisi ce tombé rapide, bien wesh. Derrière, ça cuisine. Derrière, ils vont beaucoup cuisiner. Ils vont surtout cuisiner un Darby Allin qui se fait poutrer et défoncer par Christian Cage avec, bah voilà, des tactiques de heal pas très loyales. Énormément de plans caméra sur son regard, etc. En fait, le mec regarde l'écran, il te met mal à l'aise. Il était en conférence de presse d'ailleurs, Christian Cage. Le mec laisse des blancs, tu vois, dans les discussions, etc. Il te met mal à l'aise. J'ai jamais vu Christian Cage comme ça. Le mec, ça fait quand même 25 ans qu'on le voit à la télé. Il a jamais été comme ça. C'est peut-être son prime. Hein. C'est peut-être en termes de personnalité, en termes de gimmick, c'est peut-être son prime. Et pourtant, Dieu sait que j'ai adoré, et je pense vous aussi, la série de combats contre Randy Orton il y a 12-13 ans. Il va aller chambrer la mère de Nick Wayne, il va commencer à la dragouiller, etc. Au début, elle se laisse faire. Je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, elle lui jette un verre d'eau à la gueule. Le gros suicide dive tête première de Darby Allin qui va reprendre l'avantage, il va se faire contrer un moment dans les cordes, et putain, Christian Cage, il va amener ce moment qui est loin d'être banal. Il avait positionné un escalier d'acier à l'extérieur du ring, et il va récupérer Darby Allin qui est à l'intérieur du ring, il va le prendre en souplesse, mais il va galérer. Je pense qu'il a voulu en première intention le projeter sur l'escalier, mais alors directement sur les marches de l'escalier, et il l'a pas lancé assez loin. De ce fait, Darby Allin, il tombe ouais, entre le bord du ring et l'escalier. Mais bon, ça va, ça a l'air quand même encore un peu ok. De ce fait, il va aller récupérer Darby Allin, il va lui porter un body slam sur les marches d'acier. Voilà, sur les marches d'acier. Mais qu'est-ce que vous voulez, il y a toujours des gens qui ont peur pour Darby Allin. À un moment, la cascade, ça reste un métier. Quand vous regardez un film, qu'il y a un mec qui tombe dans les escaliers, bah il y a vraiment un mec qui tombe dans les escaliers. C'est un boulot, c'est comme ça. Darby Allin, lui, il a choisi cette vocation-là. À la différence de Mick Foley à la fin des années 90, il a pas une femme et des gosses qui peut inquiéter. Christian Cage, il se dit quand même, c'est pas assez, à la base je devais le lancer depuis l'épaule, donc c'est-à-dire beaucoup plus haut. Il va retenter le mouvement depuis le bord du ring. Il va un peu galérer, mais il va remettre un body slam
qui est totalement impressionnant, où Darby Allin, t'as l'impression qu'il est mort. Voilà, il est mort, il bouge plus. D'ailleurs, tout le monde s'inquiète. Bon, l'arbitre, il compte jusque 10 quand même, donc ça égalise, un partout. Et Darby, ça bouge plus. Voilà, il y a des médecins qui arrivent, il y a une civière, il y a Christian Cage qui commence à démonter le ring. Je pense que à ce moment-là, je me dis, bah, le show, il est terminé. Christian Cage, il est pas payé à l'heure, donc il commence à démonter le ring, tout ça. On installe Darby Allin sur une civière, et Christian Cage, en fait, il monte sur la 3e corde, et il saute sur Darby Allin. Évidemment que les gens, ils lui disent, you're sick fuck, il est totalement fou, il continue de lui péter la gueule, quel grand malade. Et il a surtout, dénudé tout le ring, c'est-à-dire qu'il a exposé le bois du ring, c'est dégueulasse, il va lui porter le Unpreacher sur le bois du ring, Darby Allin, il se dégage. Les gens étaient comme des fous. Ils étaient devenus zinzin. Possédés, les gens. Oh, tout le public. Darby, dans un effort surhumain, poussé par la mère de Nick Wayne également, il va réussir à revenir. Il va porter son coffin drop sur Christian Cage qui était sur le plancher en bois. 1-2, dégagement à nouveau. Bah ouais, tu dégages de mon finish sur du bois, je me dégage du tien. Un prêté pour un rendu. Appelé Solo Sikoa et les Usos, à un moment, il y a un ref bump. Voilà, spear de Christian Cage. Darby esquive et c'est malheureusement Brice Rensburg qui se la mange. Derrière, Darby Allin, il veut capitaliser, il se prend un grand coup bas de la part de Christian Cage. Le mec, il a tapé tellement fort dans l'autre jambe que Darby s'est envolé, quoi. Il a été chercher sa ceinture pour l'achever et là, Nick Wayne, il est venu faire le save. J'ai fait, ah putain, le gamin super, il fait un câlin à sa mère, il nargue Christian Cage, il monte dans le ring, Darby Allin, il se relève à ce moment-là, ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre, et là, Darby Allin, il se fait trahir par Nick Wayne. Nick Wayne, il lui met un immense coup de ceinture dans la gueule, le truc résonne, les gens sont choqués, la mère de Nick Wayne, qu'est-ce qu'il fait mon fils? Et Nick Wayne, en réalité, il a reconnu en Christian Cage une figure paternelle. Et ouais, Nick Wayne, il avait peut-être raison d'en vouloir à Darby Allin après l'incident AR Fox. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, ça part quand même d'un accident de booking chez All Elite Wrestling. AR Fox, c'est un catcheur qui s'était allié à Swerve Strickland pour massacrer à mort Nick Wayne et Darby Allin. Et finalement, quand Swerve Strickland s'est débarrassé d'AR Fox, Darby Allin, il lui a pardonné. Je te pardonne à Air Fox, je sais que t'es un bon. Nick Wayne, il a pas trop compris. Les commentateurs, ils ont toujours laissé planer un petit doute, comme quoi peut-être qu'un jour, ils lui en voudraient, on sait pas trop, Darby et Nick Wayne, et finalement, voilà, la figure paternelle, le brainwashing, Christian Cage l'emporte, et on réveille l'arbitre, 1, 2, 3, victoire de Christian Cage, qui reste le champion TNT. Bon, ça s'arrête pas là, puisqu'on va continuer le massacre sur Darby Allin. Sting s'en mêle. Sting, il va arriver, bien sûr, Sting. Il a pas mis la musique, hein. Sting, il est juste venu en daron, il a fait, vous allez laisser mon fils tranquille. Il a attrapé Nick Wayne, Christian par le col, il leur a mis 2 baffes, et là, il y a Luchasaurus qui est arrivé, de se fait situation de 3v1. Pour Sting, malheureusement, il peut pas supporter, 3v1, voilà, bon, avantage Christian Cage, et là, Christian, il a la bonne idée, il fait, bah si on faisait un concerto comme à l'époque, je vais aller chercher 2 chaises, et au moment d'aller porter son concerto sur Sting, hein, qui aurait probablement terminé sa carrière à ce moment-là, la lumière s'éteint. On a un petit vidéoclip qui est diffusé d'un mec qui rentre dans une bagnole de collection. Ludivine, elle connaît le modèle, j'ai oublié de lui redemander. C'est pas grave, c'est pas grave. Le clip est super bien, ça trace au milieu de Seattle, etc. Il y a une petite musique, c'est rockabilly. Les lumières s'éteignent à nouveau, elles se rallument, et You Think You Know Me, et Metalingus, et c'est Sadam Copeland. Oh, la réaction, les zinzins, même si on s'en doutait, tout le monde s'en doutait, et pour autant, personne dans le stade n'a chanté Edge avant qu'il apparaisse. Personne n'a porté la poisse. Personne n'a commencé à chanter Adam Copeland, on sait que t'es là. Personne n'a chanté CM Punk, on sait que t'arrives. Non, personne. Il n'y aurait pas eu Edge, il n'y aurait pas eu Adam Copeland à la fin du show, c'était très bien. C'était super. Et bon, on l'a eu quand même. Et le mec, il arrive, pop de zinzin, t'as tous les plans sur Christian Cage qui a l'impression de voir un fantôme, mais pour autant, il vient pas tout de suite en héros. Il vient, il dit à Christian Cage, donne-moi la chaise. Et limite, il s'apprête à porter le concerto. Tu sais, il fait la petite feinte, hein, parce que bien sûr, il va pas porter le concerto, il est revenu en rockstar, Edge, il va avoir un rôle de babyface. Il démolit Nick Wayne, il démolit Luchasaurus, Christian Cage, il se casse, comme ça, il y a pas de physicalité entre les anciens meilleurs amis. Christian Cage, d'ailleurs, en conférence de presse, il a dit, mon meilleur ami, c'est Luchasaurus. C'est pas ce gars-là qui s'est pointé, de gars du passé, là. La pop, elle est ouf. Il serre la main de Darby à la fin. Il serre la main de Sting. Le moment où il serre la main de Sting, j'avoue, j'ai une larme. C'est le moment qui était un petit peu trop pour moi. Et on est parti, quoi. Adam Copeland, The Ratidar Superstar, ça, ils l'ont très marqué. Et All Elite Wrestling. Et on va le voir chaque semaine. Là, déjà, Dynamite, il prend le micro, il explique ses actions. On sait qu'au Dynamite suivant, il affronte Luchasaurus. Voilà, c'est fait, c'est officiel. Ça conclut bien les choses, quand même. C'est pas si mal. Tony Khan, il a pas menti. Hein. On arrive quand même dans une nouvelle ère. Alors, je débunk hein, tous les arguments de il est vieux, de toute façon, à la WWE, on n'en voulait plus, machin. Je m'en bats les couilles. Moi, je regarde WWE, je prends du plaisir. Je regarde All Elite Wrestling, je prends du plaisir. Je suis très content de voir
Adam Copeland, un monument de WWE évoluer dans un nouvel environnement. Prenons du plaisir, racontons des histoires, et je vais le redire, putain, je le dis depuis des années, je suis toujours persuadé de ma connerie, hein. Je suis sûr que toutes les tensions qu'on a entre les fans sur AEW, WWE, peu importe, hein, c'est le temps qu'on a pour regarder du catch. En réalité, on aime tous le catch, mais on n'a pas tous le même temps à y consacrer. Donc, et je pense que c'est ça le plus frustrant dans l'histoire. Parce que si là, toi, t'es un gros fan de Edge et que tu te dis, merde, j'ai pas le temps dans mon emploi du temps de regarder All Elite Wrestling, et si je regarde All Elite Wrestling, j'aurai pas le temps de regarder WWE, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire des choix, ça prend énormément de temps de suivre tellement de catch à la télévision. Je pense que soyez contents pour ceux qui sont contents, parce que nous, on est contents que vous soyez contents avec le chef tribal qui lève le doigt, tout ça. Comme je suis content avec les gens de CM Punk, le retour, tout ça, voilà. On est tous, soyons contents, c'est du catch, c'est se divertir, c'est raconter des histoires, il a raison Edge, à un moment, faut aller dehors toucher de l'herbe. Mes notes rapidement, juste pour la carte principale, je donnerai pas de notes au 0 hour. MJF The Right Out, je vais mettre 3 étoiles, on rigole bien, on se bien marre. C'était simple, c'est resté simple, il y a une bonne ambiance, 3 étoiles. Eddie Kingston, Katsuyori Shibata, 3 écarts. Pourquoi je mets pas plus? Parce que Shibata, ça me frustre toujours un peu parce qu'on sait qu'il peut faire mieux, on sait qu'il peut être mieux booké. Chris Statlander contre Julia Hart, je vais être sympa, je vais mettre 3 quarts parce que j'étais agréablement surpris, l'ambiance du public m'a beaucoup aidé, je suis beaucoup influencé par l'ambiance globale du public. Donc 3 quarts pour le match féminin. Je vais mettre 3,5 pour la victoire des Bucks dans le 4-way par équipe qui était assez divertissant, plutôt cool. Et encore une fois, belle exposition pour Hook qui s'est bien illustré dans ce genre de match. Et les Guns sont super, ils auraient mérité de gagner. Swerve Strickland contre Adam Page, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas encore de gros enjeux et que je pense que des choses plus grandes vont nous attendre derrière que je mettrai 4 quarts. Tu vois, j'ai hésité à 1m5. Hein. Vraiment parce que j'ai trouvé ça exceptionnel, mais je pense qu'on peut avoir encore mieux. Je pense qu'ils peuvent faire mieux les cons. C'est pour ça le 4 quarts, du cœur. Ricky Starks, Wheeler Utah, on peut pas leur en vouloir, je vais mettre 2 quarts, c'était là, c'était bien, c'est au-dessus de la moyenne. Brad Danielson, Zack Sabre Jr., c'est sans surprise hein, pour ma part, vu l'investissement émotionnel, le fait que Bryan Danielson, c'est un de mes catcheurs préférés, j'adore le style de Zack Sabre Jr., c'est 5 étoiles. Voilà, c'est un match que j'attendais de voir depuis des années, et ça a dépassé mes espérances, donc oui, bah voilà, 5 étoiles. Avec plaisir. Le 3v3, Calice, Omega, etc. C'est 3,5, c'était bien. Ouais, bon, il y a des trucs dispensables, tu vois. On aurait pu se passer de genre de Ospreay et d'Ibushi sur le match, ça aurait pas été gênant. D'ailleurs, c'est le match qu'il y aura à Dynamite cette semaine, sans Ospreay et Ibushi. FTR contre aussi Open, bah, je vais mettre un bon 4 écarts, parce que le match c'est super bien, il est surtout très mal placé, et à mon sens, c'est pas la bonne équipe qui a gagné à la fin. Et Christian Cage contre Darby Allin, ce qu'il faut inclure, la fin de show. Il y a vraiment tout ce côté shock value qui repose vraiment sur, encore une fois, les cascades de Darby Allin, et est-ce que c'est bon, tu vois, pour All Elite Wrestling de toujours dépendre à ce point-là de ça? Même si à côté, attention, hein, le boulot de Christian Cage c'est fantastique. Je vais mettre 4 quarts, pour moi on n'est pas loin de la perfection, et si on intègre le segment d'aftermatch, bah évidemment que c'est 5 étoiles. Évidemment que c'est 5 étoiles, je vais mettre 4 quarts. Je lâche pas mes 5 étoiles aussi facilement, et j'en ai déjà donné 2 consécutivement sur des pay-per-view All Elite Wrestling, ce qui est quand même pas banal. Bon, c'est tout pour moi, j'en peux plus, j'ai fait une trop longue review comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, c'était Sturi, je vous dis à la prochaine, et tout le monde reste très fort. La prochaine c'est le Raw Recap. Ciao, bye bye.